Le sprinkler. Salut Mathieu. Hey, c'était doux, ça. T'aimes ça dire ça, c'est doux? Hein? Comment ça va? Ça va bien, toi? Pas bien. Grosse journée intense au travail ou c'était calme aujourd'hui? C'était comment dire? On a des NDA quand même. Là, Non, je demande pas de savoir qu'est-ce que tu as fait, avec quel client, comment puis pourquoi. Je demandais juste. Donc, visiblement, c'est intense. Si tu réponds comme ça. Je pense que le mot pour expliquer ma journée ou pour mettre une étiquette sur ma journée, c'est révélateur. Hey, là, j'ai juste le goût de creuser, mais je vais arrêter là. Du bon et des défis à surmonter. Fait que, ouais, je pense que révélateur, c'est le mot pour la journée. Et dans ton cas? C'était une bonne journée. Ouais, c'était bien. C'est une journée assez classique. Là, rien. J'aurais aimé ça, dire révélateur. C'était plutôt classique. Ça. Ouais. Parfait. Ah ouais. Hey, on a failli pas avoir de podcast. On a comme une série où on est moins chanceux. Hein? Soit je tombe malade, tu tombes malade, l'invité tombe malade. Ouais. C'est la vie. Mais il y a quelqu'un qui vient à la rescousse. Avec sa cape. Sa cape. As-tu une cape? Hey, pas encore. Pas encore. Tu l'as enlevé. Allô, Liliane. Salut! Merci de venir à la rescousse de l'épisode d'avril 2023. On sait, ça fait plaisir. En fait, c'est littéralement grâce à toi qu'il y aura un épisode en avril. Sinon, ben, on allait manquer un mois. Ouais. C'était pas possible. Mais il y a eu tellement d'annulations puis de toutes sortes de météo mardi passé, il y a 2 semaines. La météo était plutôt... Oui, ben l'électricité a décidé de s'en aller. Il y avait du verglas puis les routes étaient complètement débiles. C'était pas le meilleur moment pour se déplacer. J'étais à un poil de dire « Oh ben, coudonc, il n'y en a pas en avril. » Oui, il va y avoir des émeutes dans les rues de Montréal, mais on va aviser la police en amont. Il y a Maurice Richard qui a été expulsé pendant les séries éliminatoires. Là. Ça avait déclenché quelque chose. Puis il y a le sprinkler qui sort pas en avril. C'est la même catégorie, c'est la même chose. Merci encore d'être là. C'est super apprécié, merci. C'est vraiment cool. On va parler de... de quoi qu'on parle aujourd'hui? On va parler de growth mindset. OK. Et en opposition, le fixed mindset. Ouais. On part ça comment? Mais je serais curieux. Le concept, Eliane, c'est quoi? Parle-nous ça du début. OK. Dans le sens, c'est quoi un growth mindset? Ouais, c'est quoi que ça veut dire? Ça mange quoi en hiver? Et aussi, est-ce qu'il y a une traduction française? Eh mon Dieu, y a-t-il une traduction française? L'état d'esprit de croissance. L'état de croissance, ou état d'esprit pour mindset. Là, Je sais pas, j'ai déjà vu, mais c'est pas une traduction, mais sur Internet, peut-être en synonyme, j'ai vu Agile Mindset. Ouais. Mais... On dirait que j'aime mieux garder growth rendu là. Tu peux pas mettre plus de buzzwords ensemble que ça, hein? C'est ça. Fait que, non, à date, pour vrai, ben, tout ce que j'ai lu aussi, c'était en anglais. Fait que j'ai pas regardé plus pour des traductions. Puis, dans le fond, j'ai regardé un peu les définitions. Il y en a pas une size fit all, je veux dire. Là. C'est quand même un peu adapté à toutes les sauces. Les amis, ça va être un podcast bilingue ce soir. Oui. Donc, one size fit all, growth mindset. C'est ça. Mathieu, oublie pas ton TH à la fin du growth. Oui. Bon, je mettrai les coussinets dans le. Oui, mais c'est ça. Après. Ça prendrait un petit peu des muffs un peu plus grands pour pas que ça fasse trop de zzz dans les. Continue, Eliane. Ça va être humide à la fin de la journée. C'est bon. On risque de partir pour un podcast de 3 heures. Alors, le growth mindset in a nutshell. C'est ça. Fait que, grosso modo, le growth mindset, c'est de penser, dans le fond, que notre intelligence, notre compétence peut se développer au fil du temps. Elle peut se développer grâce à plusieurs outils comme des challenges, grâce à du feedback, et grâce à des efforts aussi qu'on met là-dedans. Des échecs aussi, un peu de tout. Des succès. Des succès. Ouais. Ouais, pourquoi pas. On en parle au courant. On apprend-tu des succès? On apprend-tu des succès? Je sais pas. Je le note, je ramène la question plus tard. Continue, Eliane. On dit beaucoup qu'on apprend des échecs, mais on dit moins qu'on apprend des succès. Le succès, c'est plus on confirme qu'on savait déjà des choses. I don't know, on posera la question dans 5 minutes. OK. J'ai bien parti, là, arrête-la pas. Je suis très fixe, là. Excuse-moi, Eliane. C'est correct, y a pas de problème. Fait que oui, c'est ça. Dans le fond, le growth mindset, c'est simplement de penser qu'on peut évoluer en tant que personne, qu'on peut continuer d'apprendre, de grandir, dans le fond, tout au long de notre vie. Je résume ça comme ça. C'est quand même rassurant comme état d'esprit de se dire que, OK, cool, je suis pas fixé là pour toujours. Ben, oui, c'est super rassurant. Là. Puis tu sais, comme quand je disais un peu là-dessus, là, pas si longtemps que ça, là, une vingtaine d'années, on disait qu'à peu près, quand t'arrivais dans la trentaine, t'avais plus de comme plasticité
Cérébral. C'est ça. Ah ouais. Ah, Fait que ok. t'étais comme un peu fini niveau apprentissage, puis t'es comme, ben, t'as eu ton pic. Puis après, ben, c'est Fall ça qui est downhill. ça. Fait que c'est un peu décourageant quand t'arrives à 30 ans, puis tu te dis comme, hey, J'espère que j'ai aimé la ride parce que c'est c'est ça, c'est fini. Mais Puis- je suis content que tu mentionnes le 30 ans parce que j'allais te challenger sur Ouais. le concept de growth mindset parce que sans un growth mindset, ben, on n'apprendrait pas à marcher Mhm. ou à nager ou à manger du solide versus du liquide. Ouais. Ouais. On n'a pas le choix d'être dans un growth mindset automatiquement. Ben, on pourrait penser que c'est comme inné. Là, tu sais, c'est un Ouais. classique débat Mhm. nature-culture. Là. Je suis né avec un QI de X et fait pour faire des mathématiques parce que ça donne que je suis bon là-dedans puis je deviens comptable. Et c'est Mhm. c'est très correct d'être comptable. Je touche au fer chaud, puis la fois d'après, mais j'y touche pas. Mhm. J'ai appris quelque chose, j'ai appris de l'échec. Ouais. Oui. Mais en fait c'est super important. Puis là, je m'en vais quelque part d'autre, mais t'as mentionné admettons, je suis super bon en mathématiques, je vais aller là-dedans. Je pense un truc qui est super intéressant à différencier avec le growth mindset, c'est le talent versus les compétences. Parce que, dans le fond, tu peux te dire, ben justement, je suis bon en mathématiques, je vais faire ça, let's go. Ben, peut-être que c'est moins facile, mais que ça se travaille et que tu peux devenir bon en mathématiques. Donc, Fait que- le inné versus le acquis. C'est ça, Ouais, exactement. ok. Fait que de faire attention de pas dire, ben comme moi, j'ai jamais été bon là-dedans, Mhm. je le serai pas, c'est fini. OK. Ouais. OK. Non. Puis là-dedans, là, peut-être que je prends une courbure complètement débile, mais tu sais, le bon vieux effet, le Pygmalion, là, que parce que ton prof pense que tu es bon en mathématiques, il te valorise sur les mathématiques, Ouais. tu es modelé pour le restant de ta vie à être bon en mathématiques, puis tu développes les mathématiques, donc forcément, tu es bon là-dedans, mais le Ouais. restant, Le- ou l'inverse. Ce tu sais. qui est drôle, c'est que si ton prof te dit tu es super bon en mathématiques, Tu vas tu sûrement es vraiment, devenir- vraiment intelligent, tu développes un fixed mindset. Exact. Exactement. Exactement, parce que dans le fond... Parlons-en du fixed mindset. Ben oui, c'est ça, parce que dans le fond, il y a toute cette notion d'effort-là. Fait que des fois, si t'es bon dans quelque chose, ben tu vas pas te forcer pour aller plus loin. Puis un moment donné, ben arrive à un niveau que t'es bon. Puis là, tu t'arrives dans les meilleurs. Puis là, ben tu vas peut-être pogner un mur Mhm. parce que t'as jamais mis cet effort-là, t'as jamais développé consciemment cette compétence-là. Tu t'es juste laissé porter par la vague. Fait que c'est ça. Fait que cette notion d'effort-là aussi, c'est super important à considérer. On devient un peu addict à ça, là, de se faire dire qu'on est bon. Ouais. On veut continuer à faire des choses pour recevoir Ouais. à nouveau les Ouais. t'es bon. Et puis donc, on n'ose pas. Et donc, c'est la définition même de expert, finalement. Un expert, c'est par définition un individu avec un fixed mindset. Je suis un, Really? je suis un expert SAP module B, puis j'ai maîtrisé ça et j'ose pas aller à l'extérieur de ça. Ben là, ça suppose que la personne n'est pas en train d'essayer de sortir de sa zone, mais il pourrait le faire quand même. Il pourrait être expert SAP puis devenir plus expert dans le nouveau module, machin, encore plus précis, pointu, Mais machin. j'essaie de généraliser, moi. Là. OK, Merci, Mathieu. Non, excuse, j'essayais de suivre ta Mais pensée. t'amènes un autre point intéressant, c'est que on n'est jamais entièrement fixe versus Ouais. growth mindset. Exactement. J'imagine qu'il y a une échelle qui est très contextuelle aussi. Oui, exactement. Tu sais, c'est quelqu'un qui dit, moi, j'ai le growth mindset 100%, moi, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est Yoda, là, il est... C'est ça. Il y a tout le temps, à quelque part, que tu vas avoir un fixed mindset. Tu sais, pensons dans des situations qu'on a eu des jugements, par exemple. Ouais. Je sais pas vous, moi, j'en ai probablement à tous les jours des jugements que je fais sans m'en rendre compte. Le dernier qui s'est rendu compte. On n'est pas rendu assez loin dans le podcast pour que je vais dans ces révélations-là. Merde. OK, je vais continuer à pétrir un peu. Donne-moi pas de la job d'édition. Là, Mais bravo d'avoir Mais- dévié. Ouais, c'est ça, mais tout ça pour dire qu'on peut pas l'être à 100%. Il y a toujours des fois qu'on va retomber dans le fixed mindset, mais je pense que ce qui est important là-dedans, c'est d'en prendre conscience. Ouais. D'en prendre conscience quand ça arrive, puis peut-être de rectifier le tir, puis de dire que c'est correct aussi de tomber une fois de temps en temps dans le fixed mindset, puis c'est pas une obligation d'être toujours dans le growth. OK. Tu sais, ça a de l'air mal, là, le fixed mindset, mais ça amène quoi comme problématique? Tu sais, le mot fixe par rapport à growth a de l'air poche, là, mais so what? Qu'est-ce que ça fait? Mettons que je suis fixed Que t'es mindset fixe. au bureau. Là. Dans tout le restant des pans de ma vie, Écoute, je suis ouvert, je suis prêt à l'apprentissage, etc., puis à grandir. Mais au bureau, moi, je suis fixe. Là. Je suis bon dans... Ça marche comme ça ici. Ça marche comme ça ici. Voilà. Je pose la question sincèrement. Mais, What's bad? écoute, pour vrai, tu pourrais probablement bien en sortir au travail avec un fixed mindset, puis juste
faire ce que tu as à faire, that's it. Pour moi, quand je pense à quelqu'un qui a un fixe mindset au travail, je pense aussi à quelqu'un, mettons, qui va faire son 9 à 5, qui va faire ce qu'il a à faire, puis après, tu clock out, tu t'en vas. That's it, that's all. Je pense à quelqu'un, justement, qui a peut-être pas envie d'aller plus loin, qui a pas envie d'aller se dépasser, qui est comme ça, c'est good enough, je reste là, je suis confortable. Puis encore une fois, là, on revient à quand est-ce que c'est bon d'avoir le fixed mindset ou le growth mindset. Il y a peut-être des moments dans ta vie où tu as besoin de ça. Je veux pas me dépasser dans toutes les sphères de ma vie. Ça, c'est bien correct que ce soit de même. C'est ça. Pour le moment, c'est correct, mais il y a peut-être d'autres moments où tu vas te dire ben, you know what, moi, j'ai besoin de défis, j'ai besoin d'aller explorer des choses, puis je veux vraiment aller voir où est-ce que mon plein potentiel pourrait m'amener, puis c'est là qu'on va tomber plus dans un growth mindset. Intéressant. Et comme coach agile, on est souvent exposé à toutes sortes de situations où nous, on doit s'adapter, puis par défaut, on doit se... À la limite, c'est le fun là, quand on sort de notre zone de confort, c'est wouh! Puis si on a un fixed mindset en mandat, il faut le reconnaître, comme tu disais tantôt, puis de se challenger soi-même avant d'aller intervenir. Mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai un fixed mindset dans ma routine du matin pour me recentrer. Avant de shifter. Avant de shifter dans le control chaos en entreprise. C'est rassurant aussi. Là. Fait que je me dis peut-être que le fixed mindset, justement, juste pour être capable de... Tout ce que tu fais est familier, prévu, prévisible, normal. Ce que je mange le matin, l'émission que j'écoute le matin, puis à 8 heures, mais là, c'est comme... Clic! Là, on change de mode où j'encourage les clients à vivre des nanos-échecs et apprendre de ces... ou des nanos-apprentissages, si vous préférez. Puis d'apprendre de ça en continu, puis de bien vivre avec ça. Et fait que c'est... Ouais, pas contexte spécifique, j'ai l'impression qu'on revient là-dessus. J'ai lu un article aussi où le fixed mindset était très bénéfique sur ton orientation sexuelle. Continue, je t'écoute. J'ai pas lu ça, vas-y. L'auteur du livre, l'auteur du livre Mindset. Qui expliquait ça. Parce que oui, je fais une immersion violente dans tous les sujets qui viennent. Et c'est que de vouloir continuellement explorer ailleurs, tu t'éloignes de ton identité profonde. Et puis donc ça crée un malaise et une instabilité personnel. Je fais du pouce un peu en m'en venant dans l'auto à la radio. C'était Rémi Tremblay qui parlait du bonheur au travail et patati patata. Ah, okay. Puis, je dévie un petit peu, là, mais c'est en lien avec se questionner l'identité de genre, etc. Mais lui, c'était à se questionner, on est-tu vraiment heureux au travail? Puis se comparer aux autres, ben, ça crée un gros gap. Puis on est perpétuellement à la recherche dans juste... être dans un growth mindset, puis se dire, ben là, est-ce que je suis un peu plus heureux qu'hier? Est-ce que ça me convient? C'est probablement bien correct de pas se lancer dans des... C'est vraiment drôle que tu le cites, parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup. Il était là, c'était super surprenant, je m'en venais, je me disais, cool. Ah non, c'est super bon, puis je me rappelle, j'ai lu un de ses livres, là, c'est J'ai perdu ma montre au fond du lac, là, c'est ça, classique, et je me rappelle de lire ce livre, et ça roule là, dans ma tête, ça roule, je me pose des questions. Tu sais, combien de fois dans ma vie je me suis demandé c'est quoi mes valeurs profondes? Oui. Pas souvent, je vais vous le dire. Ah oui? Pas souvent. Ça semble trop souvent. Je pensais que tu t'en allais là, mais non, je sais pas. Pas souvent, mais jusqu'à temps que tu amènes la réflexion, vraiment, faire comme, hey, prends donc un moment, réfléchis à ça, mais je suis pas tout le temps là-dedans, parce que sinon, honnêtement, je pense que je trouverais ça épuisant, là. Ouais, ça fait un beau segue. Avoir un growth mindset, mais toujours aligné avec ses valeurs. Je pense que ça fait du sens. Si ton growth mindset te fait shifter dans tes valeurs profondes, ça fait de quoi quel genre d'individu? Est-ce que ça te fait shifter ou tu fais juste comme volontairement te mettre très, très hors de ta zone de confort au point d'aller contre tes valeurs pour essayer? Là? Je sais pas. C'est une vraie question. Peut-être que tu manques d'intégrité à ce moment-là, par contre. Si ta valeur, c'est, je sais pas, le respect de soi, on va dire. Ouais, OK. Mais soudainement, tu passes ta valeur-là, puis je suis dans un growth mindset, je mets ça de côté, puis je mets de côté le volet respect de soi. Ça semble bizarre, là. Mais il me semble que tu deviens soudainement un individu moins intègre. Ben, essayons-le sur quelque chose qui est peut-être plus approprié. T'sais, mettons, moi, j'ai des valeurs familiales assez développées. Ouais. Mais dans un esprit de growth mindset, je vais m'infliger de je vais aller travailler très, très loin de ma famille parce que je veux voir ce que ça va me donner, etc. Mettons, tu sors de ta zone de confort. Je sors de ma zone de confort, mais même loin de mes valeurs parce que là, je peux plus les vivre. Tu as 3 maîtresses. J'ai 3 maîtresses en plus.
J'arrête. Je vais envoyer l'extrait à ta femme là, tantôt. Go. Ouais. C'est pas si mal. Je sais pas. Ah, ok, Je je pense sais que pas. ça allait dire le contraire. Ok. Non, je sais pas. Mais j'ai réfléchi en vous écoutant parler, puis je me dis, tu sais, il y a peut-être quelque chose à aller explorer là-dedans, justement, dans ses valeurs profondes, puis de regarder qu'est-ce que ça veut dire aussi à un moment de ta vie ou à un autre. Tu sais, je vais prendre mon cas personnellement. Je suis revenue de congé de maternité, dans le fond, l'an passé au travail. Donc, pour moi, les valeurs familiales, tout ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Fait que c'est quelque chose qui était beaucoup moins présent avant d'avoir un enfant. Ouais. Puis après, c'est toute cette recherche d'équilibre-là que peut-être j'avais pas avant, mais c'était peut-être dans ma valeur. Maintenant, c'est plus poussé. Il y a d'autres moments que j'ai envie de me réaliser un peu plus au travail que dans la vie familiale. Fait, c'est aussi de chercher, je pense, cet équilibre-là, tout en gardant cette valeur-là dans le fond. Là. C'est du meta-growth. mais c'est vrai quand même que ça varie dans le temps, puis tu vas pouvoir balancer ça aussi. Là. Ouais. J'ai goût de résumer. Growth mindset versus fixed mindset. Growth mindset, notre capacité à... La croyance fondamentale qu'on est, on est toujours en mode apprentissage, même après 30 ans. Exactement. Même après 54. Ouais. Je parle de Mathieu. Et puis... Je suis bien conservé. Sa capacité de confortablement sortir de sa zone de confort. Hein, c'est intéressant comme... Ouais. Paradoxe, mais bon. Et puis que de voir les échecs comme des opportunités d'apprentissage et ne pas craindre le jugement des gens autour. À la limite de le chercher. Là, à la limite de le chercher, de pousser ses propres limites continuellement. Ouais. J'ai écouté un TEDx sur le sujet. Puis c'était le fun de l'exercice que la conférencière faisait faire à l'audience. On peut l'essayer. Elle a dit « Levez votre bras aussi haut que vous pouvez. Maintenant, levez-le un petit peu plus haut. » Okay. Puis on est toujours comme... on reste dans notre zone de confort, mais qu'il y a toujours de l'espace à aller un petit peu plus loin puis dire « what if? Peut-être que je vais disloquer l'épaule, mais gars, non. Vous l'auriez su, s'il vous plaît. C'est super drôle parce que aujourd'hui, ma plus grande, qui a 12 ans, avait un test en éduc. 12 ans. Oui, c'est fou. Puis, c'est un test où elle devait faire push-up, des sit-ups, comme plein d'activités, puis ça la stressait beaucoup, elle fait un petit peu d'anxiété. Ouais. Puis, tu sais, naturellement, là, puis j'ai peut-être été influencé par ce qui se passait ce soir, mais j'ai juste dit, tu sais, quand tu arrives à 20 de quelque chose, faisant juste un de plus. Juste pour voir, puis ça va bien aller. Je veux dire, si dans chacun des exercices, tu en fais un de plus, puis un de plus, ben... ça va beaucoup de plus. Ça va faire beaucoup de plus, puis tu auras les points que tu auras, puis ça va être bien assez. Puis elle est revenue, elle était tout contente parce qu'elle s'est dépassée dans 5 des 8 activités ou je sais pas quoi, mais ça me faisait penser à ça. Quand tu levais ton bras, puis de ne pas partir avec l'idée de « faut que j'en fasse 40, si j'en fais en bas de 40, je suis poche. » Je pense que je suis capable d'en faire 20, parfait, faisant 21. Ça va être idéal, pas plus. Tant mieux. La même personne, l'auteur du livre, elle parlait que dans une école aux États, au lieu si tu avais eu un échec sur une évaluation quelconque, au lieu de mettre une valeur numérique, ils mettaient not yet. Ouais. Tu as vu? Oui, j'ai vu ça, le not yet. Not yet, j'ai vu. Ah, OK. Puis même que les étudiants se partageaient. Tu as eu combien de not yet, toi? Tu sais, fait que l'échec ou le non-atteint de l'objectif n'est pas encore accompli. Ça se partage comme information versus un 42%. C'est fini, c'est 42. Surtout à cet âge-là, je sais pas, teenager, tu veux... Dans mon école, si tu avais des bonnes notes, tu n'étais pas dans la gang. Fait que tu as des mauvaises notes. Ça dépendait c'était quoi que tu valorisais. Là. Être dans les cools ou pas. Les écoles, en tout cas. Mais c'est ça. Puis l'idée du not yet, dans le fond, amenait l'idée du parcours. Que tu vas pouvoir avancer. C'est ça, que c'est pas, garde, j'ai coulé mon cours, c'est fini, that's it. Ben non, c'est plus que je suis pas encore là, j'ai encore beaucoup d'apprentissages qui peuvent être faits par rapport à ce sujet-là. Alors, à haut niveau, le growth mindset est vu comme étant le bien, versus le fixed mindset, qui est quand même, dans toutes les explications, vu comme étant le mal. Ouais. Par opposition. Les deux sont tout le temps mis en opposition quand tu fais des recherches, quand tu regardes, comme t'expliques le growth en expliquant le fixed. Oui, sans que ce soit binaire dans la vraie vie. Ouais. Donc, c'est tout le temps l'image des deux faces, là. Les deux qui se regardent avec les mots dedans, c'est tout le temps ça. Exactement. Donc, le fixed mindset, c'est essentiellement le contraire de ce qu'on a dit tantôt. Le fixed mindset, c'est tu vas te spécialiser dans quelque chose, tu vas moins t'étendre
moins explorer moins élargir ton horizon. Minimiser les chances d'échec. Minimiser les chances d'échec. Ouais, prendre moins de risques, avoir peur peut-être un peu de ce que les gens vont dire de toi, ce que les autres vont penser aussi. Ouais. Rester dans ta zone de confort. Ouais. Alors, Puis là-dedans, je retiens que c'est très contextuel sur certains pans ou à certains moments. Mettons, en revenant de congé de maternité, ça se peut qu'au boulot, tu décides que hey, j'ai besoin pour une couple de mois là, que ça soit métro, boulot, dodo, that's it. C'est bien correct de même. Ouais. Puis 6 mois plus tard, non, là, je veux explorer certains trucs, je veux pousser plus loin. Ouais. Et tantôt, je faisais un peu à la blague, mais c'est pas une blague du tout. Le feedback ou les commentaires qu'on reçoit régulièrement en clientèle, ça marche comme ça ici. C'est ancré dans un fixed mindset. Est-ce que je me trompe? Écoute, la réponse facile, je pense, pourrait être oui, mais j'aime beaucoup nuancer tout ce que je dis. Parce que souvent, le blanc et le noir, c'est beaucoup trop facile. Fait que ça marche comme ça ici. Oui, à première vue, ça peut être comme, ben, regarde, moi, c'est comme ça, je suis bien, je suis confortable. Mais souvent, en fait, les gens se rendent pas compte qu'ils sont là. Fait que souvent, ta job en tant que coach, en tant que Scrum Master, en tant que personne qui va accompagner cette équipe-là, c'est de faire comme réaliser, OK, oui, mais regarde, as-tu vu les autres possibilités? Puis d'essayer d'ouvrir, dans le fond, juste cette possibilité-là, même ouvrir la conversation sans même arriver en disant comme « je vais te convaincre de ce que je veux dire », parce que sinon, ça marchera pas si tu essaies de convaincre quelqu'un. Mais de juste faire voir différentes perspectives, ça parce qu'on le réalise pas des fois qu'on est dans le fixed mindset. Essayez d'outiller les quelques Scrum Masters, coach agile qui écoutent le podcast. Quels sont les comportements, en anglais on dit tattletale, c'est vraiment bilingue ce soir. Les petits comportements qui nous indiquent... qu'on observe. Qui est un indicateur potentiel d'un fixed mindset, soit chez un individu ou on pourra parler d'organisation plus tard, là, mais soit l'individu ou l'équipe dans son ensemble. Qu'est-ce que tu as observé? Puis tu t'es dit, on va tirer sur ce petit fil-là. Puis au bout, finalement, il n'y a rien. Au bout, il y a un éléphant fixed mindset violent. Ben, par exemple, la première chose qui me vient en tête, c'est les gens, peut-être, quand tu arrives par rapport à un changement, que ce soit un changement dans l'équipe, un changement organisationnel, puis qui peuvent avoir une réaction négative par rapport à ce changement-là. Parce que souvent, quand on voit le changement, on le voit en termes de qu'est-ce que je perds et non qu'est-ce que je gagne. Donc, souvent, le changement, quand il arrive, t'es reçu, tu dis « moi, j'aime pas ça. » J'aime pas ça. J'étais bien avant. Là, je serais plus capable de faire ça. Je vais perdre ça. Puis là, faire comme, OK, minute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là? Puis comme déballons tout ça ensemble, regardons ça ensemble. Fait que souvent, cette peur-là du changement, justement, qui va peut-être pousser, comme on disait, la personne hors de sa zone de confort vers quelque chose qu'elle ne connaît pas, ça peut être un signe qu'on est dans un fixed mindset. OK, ouais. Puis les amis, ça demeure des indices potentiels. Là. C'est pas c'est des opportunités pour un Scrum Master de dire « what if ». Creusons un petit peu, posons des questions ouvertes, puis voyons qu'est-ce qui émerge. Regardons si c'est une exception ou un pattern. Hein? Il y a ça aussi. J'en ai deux qui m'ont popé, que j'ai le goût de vous soumettre. Dites-moi ce que vous en pensez. Le premier, c'est une définition de Ready to Sprint. Je suis très, très concret. Là. Définition de Ready to Sprint, là, longue comme le bras. Là. Avant de commencer quoi que ce soit, là, je veux dire, les bits and bytes sont là. C'est micro-détails parce qu'il faudrait surtout pas qu'on se trompe et qu'on prenne un commitment de sprint là, ultra trop risqué là, parce qu'on veut le réussir. Ça pourrait être un indicateur. Ouais. Puis l'autre, c'est... avant de faire la review, là, on veut tellement que ce soit une démo et que ce soit parfait là, qu'on enregistre ça dans des vidéos toutes bien cannées pour que ce soit parfait parce qu'on veut minimiser le feedback négatif. C'est ça. Là. Je veux dire, il y a une chorégraphie qui a été faite pré-review, ce qui est un peu contre-productif, là, mais qui fait en sorte que je veux surtout pas de feedback négatif parce que c'est négatif. Tu sais. Mais oui. Oui, mais tu amènes un point, les reviews, la capacité d'accueillir le feedback des développeurs. Si tu as un feedback d'une partie prenante, puis la réaction immédiate, instantanée d'un développeur, oui, mais... Ben non, ben le requis disait ça, le requis faisait ça, puis non, puis non. Au lieu de dire oh, nice! Je t'entends. Et puis, tu le verrais comment, toi, monsieur le client, madame la cliente?
C'est ça. Fait que oui, cette capacité à recevoir le feedback-là, ce feedback-là, c'est vraiment un bon indicateur aussi. On suit le plan, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est un bon indicateur de voir, est-ce que je suis dans le fixe ou dans le growth? Ouais. Parce que, puis là, on donne l'exemple dans le fond du review, mais ça peut être dans n'importe quel contexte. T'arrives, je te donne du feedback, faire comme, hey, là, il s'est passé telle chose. Puis après ça, non, je suis pas d'accord avec toi. Prenez un moment, on prend un step back. Accueillez, dans le fond, le commentaire que la personne vous donne. Vous avez le droit de ne pas être en accord. C'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un fixed mindset si on est en désaccord. Mais d'ouvrir la discussion sur ce feedback-là et apprendre à l'accueillir et à l'intégrer comme un outil, dans le fond, de développement personnel. Ouais. Je pense qu'il y en a plusieurs. Là. Plus qu'on parle, plus qu'il y en a qui pop dans ma tête. Là. Si on parle de pratique d'ingénierie, par exemple, il y a un nouveau développeur qui arrive tout primé au coton, il dit « Hey, la gang, on fait du TDD. » Je marche pas ici. Non, moi, je suis pas capable de faire du TDD. Je peux pas tester quelque chose qui n'existe pas encore. Là. Ça n'a pas de sens. C'est trop long, ça me ralentit. C'est contre-productif. Ouais. Ça peut être il y a peut-être raison, le gars, là. Ou la fille, là, mais c'est quand même un indicateur qui vaut la peine d'explorer. Ouais. Hein? Puis proposer, je commence pour la proposer à l'équipe. Faisons un genre de mob programming en mode TDD ou un kata, ou peu importe. Essayons-là juste avec une story, par exemple, voir ce que ça donne. C'est ça. Parce que des fois, t'amènes ça sous forme de concept, de théorie, puis là, les gens sont comme, pas sûr. Finalement, tu l'essayes en pratique, juste essayons voir. Ouais. Puis essayons peut-être plus qu'une fois, parce qu'une fois n'est pas garante de si ça va fonctionner ou pas. Fait que donnons-nous la chance de l'essayer comme il faut, puis après, voyons le feedback par rapport à toute cette expérience-là. Le manque de transparence dans un daily scrum. Donc, dire, camoufler les échecs. Voici ce que je prévois faire. Voici la façon que je pense m'y prendre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne le voit pas souvent, ça. Non. Mais je pense que c'est un indicateur de growth mindset de faire ça. Je prévois utiliser l'approche Percolator Matrix. T'as-tu pensé au bushing caliper? Ah oui, bushing caliper. Oui, c'est bon. Fait que Et le contraire, c'est peut-être un indicateur d'un fixed mindset. Intéressant. À quel point, selon vous, parce qu'on est dans les dynamiques d'équipe, à quel point, lorsque certains individus qui ont un fixed mindset dans l'équipe, ça va avoir un effet de perfusion, de contamination chez les autres? Ça fait qu'un effet domino, ça change pas grand-chose. Comment vous voyez ça? Avery dit toujours que l'individu le plus puissant dans une équipe, c'est l'individu le moins engagé. Le mot gréant. Ouais. C'est beau, mot gréant. On dirait que... Je vais le chercher dans Google ce soir. C'est celui qui fait me. Ouais. Comme quand tu dis ça, la première image que j'ai en tête, là, vous l'avez sûrement déjà vue, là, c'est les gens dans le canot. T'as les verts qui rament par en avant, les rouges qui rament dans l'autre sens, puis les jaunes qui font rien pantoute. On dirait que c'est ça qui me vient automatiquement à l'esprit de faire comme... souvent, les gens qui sont plus, je veux dire, dans le fixed mindset, dans ce qu'ils connaissent, ils ont tendance à tirer peut-être un peu plus vers l'arrière. Fait que le challenge, c'est de comment les amener, dans le fond, dans un autre... soit dans le jaune, éventuellement dans le vert, pour les gens qui font vraiment aller de l'équipe de l'avant. À quel moment, selon toi, qu'un growth mindset devient dysfonctionnel? Ça sonne la question. Look, a squirrel! Je suis dans un sprint, je me suis engagé où j'ai fait une prévision avec l'équipe pour atteindre l'objectif de sprint, mais moi j'ai un growth mindset. Fait que je commence à explorer ça, je commence à innover des tests là-dessus, je fais des 3-4 spikes là-dessus, puis c'est ça. Je suis Eric Growth Mindset de la Lamé. je dois respecter mon... GM la Écoute, rappelons-nous que dans un sprint, on a un objectif de sprint aussi. Ouais. Fait que dans le fond, si tu as le growth mindset, c'est quelque chose, pour moi, il faut que ça serve l'objectif de sprint. Là, si tu te mets à faire des spikes, des pucks à gauche, à droite, parce que tu veux explorer des choses, puis finalement, c'est au détriment de ton objectif de sprint, puis que tout prend le bord. Puis normalement, tu le ferais... mettons, là, je suis Eric GM Laramé, puis mettons que pendant un sprint, tu le fais. Normalement, tu devrais avoir une belle opportunité d'apprentissage. Il doit y avoir un fail qui se passe à quelque part, puis normalement, si tu es vraiment dans le growth mindset, tu vas apprendre, puis le sprint d'après, ça doit être un peu moins pire.
Peut-être. Ou sur un autre aspect, puis ainsi de et si on sort du monde Scrum ou Agile, est-ce qu'un growth mindset peut devenir dysfonctionnel? Peut-être. Ouais. Peut-être. Moi, je pense que si tu vas, dans le fond, dans les extrêmes, peu importe lequel, ça va pas bien aller. Tu sais, pensons à quelqu'un qui challenge beaucoup, qui pose beaucoup de questions. Puis à un moment donné, t'es comme, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de productif qui sorte de ce growth mindset-là. Il faut quand même mettre un effort pour atteindre un certain résultat. Fait que si t'es tout le temps en train de poser des questions, de questionner, puis de jamais dire comme, OK, ben, you know what, peut-être que j'ai pas encore toutes les réponses, mais je vais juste essayer, puis il y a des choses qu'on va découvrir au fil du temps, puis c'est correct. Pour moi, ça, c'est utiliser le growth mindset à un bon avantage, puis je vais faire comme, ben, moi, je veux avoir toutes les réponses avant. Je veux explorer toutes les possibilités parce qu'à un moment donné, ça devient contre-productif. Si je fais du pouce un peu sur ce que tu dis aussi, c'est que ça amène sa dose d'anxiété. Là. C'est un peu anxiogène, là, quand même, sortir de sa zone de confort. Fait qu'être dans l'extrême, si je fais du pouce sur ce que tu dis, c'est à la limite s'auto-flageller à jamais avoir de moment de « OK, c'est bon. Là, je suis en train de faire quelque chose que je maîtrise, là, puis je suis bon là-dedans. Là. Non, je m'oblige à constamment sortir de ma zone de confort. » C'est épuisant, là. Oui. J'ai besoin d'avoir 2-3 succès une fois de temps en temps. Là. Ouais. C'est le fun. 100%. On a abordé le feedback tantôt. Ouais. Quelqu'un qui est dans le growth mindset, tu l'as dit un petit peu, se recentrer, etc. As-tu des conseils? Là? J'aimerais ça être encore plus dans le growth mindset. Comment je peux faire quand quelqu'un me donne un feedback pour l'accueillir convenablement? Comment reconnaître nos pensées fixes, mindset? OK, mais dans le fond, la première chose, je dirais, ça va être pour la personne qui va te donner le feedback aussi. Okay. Donc, s'assurer que ton feedback, quand tu le donnes au moment opportun. Fait que des fois, t'as pas une bonne journée. Ça se peut. Fait que la personne qui veut donner le feedback, t'arrives, puis la première chose que tu demandes, c'est « Hey, j'ai du feedback pour toi. Est-ce que c'est un bon moment? » Ça se peut que la personne dise « Non. » Et ça, c'est correct. On se reparle demain, OK? On se reparle demain, c'est pas ma journée, ça va. Ça veut pas dire que t'es dans du fixe, partout. C'est pas ça. Donc, premièrement, c'est valider le moment avec la personne, qu'on est dans le bon état d'esprit pour le recevoir. Puis après ça, c'est d'aller sur des faits, dans le fond, puis d'essayer de donner le feedback, dans le fond, le plus proche possible des événements qui sont arrivés. Parce que si t'attends, par exemple, la rétrospective, là, dans 2 semaines, vas-tu l'avoir oublié? Peut-être que ça sera plus opportun. Peut-être que ça va être mieux de l'adresser juste après que ça soit produit. C'est un fait que Mathieu me dit que tu étais poche dans cette affaire-là. Hey. Puis déjà, par indirection, là, ça commence. Ça, c'est pas du feedback, c'est du commérage. Ouais, c'est ça. Il y a un petit peu de jugement là-dedans. Il y a un petit peu de jugement. Et d'interprétation. T'étais-tu là, puis... Ouais, fait que c'est ça. Fait que dans le fond, la personne qui va venir donner ce feedback-là, de vraiment parler avec des faits. Puis... Et au jeu, j'ai observé. C'est ça. J'ai observé, mais... Petite nuance, je pense qu'il y a des moments que tu peux mettre un « tu ». Tu sais, admettons, tu dis « tu es arrivé en retard au meeting ». C'est correct, c'est un fait. Fait que, tu sais, je sais, des fois, on dit le « tu », puis on parle au « je », mais quand c'est basé sur un fait, je pense que le « tu » est correct. Donc, c'est ça. Fait que de bien structurer ce feedback-là, de le donner à la personne, puis des fois, on peut le donner avec l'intention, tu sais, moi, je dis pas ça pour être méchante. Fait que d'assumer la bonne intention de la personne quand tu reçois ce feedback-là, c'est comme pourquoi est-ce qu'elle me dit, admettons, que cette personne-là, que ça dérange que je sois en retard, dans le fond, à toutes les dailies. Ben, ça dérange pourquoi? Pour l'équipe, admettons, qui peut être aussi performante, même pour moi, qui a de l'air moins professionnel auprès de mes coéquipiers. Fait que moi, je peux prendre ça en apprentissage pour justement rectifier ma posture auprès de tout le monde. Fait que juste assumer la bonne intention que, hey, je fais ça pour toi, pour que tu te développes et que tu deviennes une meilleure personne. Donc, la façon qu'on formule le feedback, la façon qu'on crée l'environnement, qu'il y ait un environnement, une bulle de sécurité autour de toi et l'individu. On augmente les chances que la personne qui reçoit le feedback soit dans un état d'esprit de growth versus de résistance. C'est ça. Puis là, je sais qu'on est à l'ère du télétravail, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à distance. Le feedback par écrit, personnellement, c'est pas mon préféré.
Non, parce que la tonalité difficile, est là, ouais. impossible. C'est ça, tu sais, comme combien tu mets de points d'exclamation. Les smileys au bout, puis tout, là. C'est ça, puis t'es comme, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, je suis pas certaine. Comme, donnez-vous 5 minutes, appelez-vous, parlez-vous, mettez la caméra, regardez ce que le non-verbal de la personne, là, ça va vraiment vous aider. Je pousse plus loin dans ma question. Ouais. Après Eric, GM Laramée, ça va être Mathieu, GM Lafont. Moi, je... Le maire de la fond. OK, tu veux les deux, vraiment Lafont. J'aurais le goût que je sois encore plus ouvert au feedback, fait que Ouais. les gens m'en donnent spontanément. Comment je peux inviter encore plus les gens à me donner du feedback? Elle était très bonne ta question. Merci. Oui, ta formulation, le débit, la livraison, c'était merveilleux. Merci déjà de m'amener ce Oui. feedback-là. Mais tu devais... Non. Mais Je voulais te faire un feedback sandwich. c'est la meilleure technique déjà. Hey, écoute, tu veux recevoir du feedback? Encore plus. Écoute, Toujours plus. une des super bonnes façons que, encore le franglais, le lead by example, d'en donner, ça te montre que tu es ouvert, dans le fond, à ce concept-là. Ah, c'est Fait que tu peux en recevoir aussi, le dire ouvertement, je suis ouverte au feedback. Donc, par exemple, moi, en ce moment, je suis gestionnaire en développement logiciel. Je fais des one-on-one avec les gens dans mon équipe. On a invité une gestionnaire au podcast. Ouais. Oh non! Bah, c'est pas correct. Ma valeur profonde. Non. Puis, dans mes one-on-one, ça m'arrive de mettre une question de feedback pour moi. Okay. Parce que je pense que je peux apprendre des gens de mon équipe à devenir une meilleure gestionnaire aussi. Fait que je cible des questions de feedback. Puis moi, je me dis, si je me montre ouverte à en recevoir, probablement que les gens de mon équipe vont être ouverts à en recevoir. Parce que ça va dans les deux sens. Hein? Si je t'en donne, tu m'en donnes, j'en reçois, t'en reçois. Oui. Ouais. Et une façon de recevoir, constamment recevoir du feedback, et s'assurer de recevoir du feedback, c'est dans ta réaction. Mm-hmm. Donc, si ta réaction, c'est « Ah, non. » Ben, la prochaine fois, ça va prendre un peu plus de courage. Pour le faire. Le son est bizarre. Ça va prendre un petit peu plus de courage à offrir du feedback à l'individu. Si toutefois, le feedback est accueilli à bras ouverts, ça a l'air intéressant. ah, OK, ben, intéressant. Hey, creusons. Creusons. J'ai le goût de comprendre mieux. La prochaine fois, mais comme moi, offrir du feedback à Mathieu, ça fait 100 ans qu'on se connaît, là, mais ça, c'est même plus un effort. Là. Ta dose de courage requis est nulle. Moins 2. C'est ça. Puis, plus t'en donnes, plus tu vas devenir meilleur aussi. Lui, offrir du feedback à moi, ça demande un courage de malade. Là, parce que, plus grand. Parce que c'est clair que je vais y arracher à la face. Non. Amusons-nous, jouons le jeu. Non, parce que je vais mettre des disclaimers, mais je vais le faire pareil. Oui, c'est vrai. Voilà, mais c'est quand même un symptôme. Ouais. C'est une vieille histoire. À un moment donné, on commence à collaborer. Ça faisait quelques semaines qu'on travaillait ensemble. Puis là, on était assis, c'était une compagnie en pub. Et puis, il commence son discours avec un long disclaimer. Je dis, Mathieu, tu peux laisser faire ton disclaimer avant de me dire ce que tu as à dire. C'est pas nécessaire. C'est une béquille langagière commune. Ouais. On peut dire ça comme ça. Mais si on parle d'outils, peut-être... aussi pour les gens qui écoutent le podcast, pour mettre en place le feedback ou la culture de feedback, souvent on voit dans les équipes des chartes d'équipe qu'on nomme, dans le fond, les valeurs dans l'équipe. Puis ça, c'est super cool à faire parce que d'habitude, c'est quelque chose qu'on fait en équipe aussi. Puis, on peut nommer ça comme une valeur, la transparence. Dans le fond, on dit les choses comme elles sont. Fait que ça veut dire que s'il y a quelque chose qui marche pas, si on a du feedback à donner, on le donne. Puis après, cette charte qu'on a construite avec l'équipe, si jamais il y a quelqu'un qui réagit mal au feedback ou qui en donne pas, tu peux retourner à cette charte, faire comme « Hey, regarde, en équipe, on s'était mis d'accord sur... » C'était le working agreement. C'est ça, c'était le working agreement, puis en ce moment, il est pas respecté. Puis des fois, les gens, ils s'en rendent même pas compte aussi, mais la charte peut être utilisée vraiment comme un outil super puissant. Oui. Comme gestionnaire, agiliste ou whatever, ça peut être intéressant de faire des ateliers, tu sais, dans une ancienne vie sur la CNV ou des trucs comme ça, où j'avais imprimé la liste des besoins et tout le monde l'avait à son poste. Mais après ça, quand vient le temps de donner du feedback, c'est quand même cool d'avoir cette liste-là à côté et de faire « Ouais, mon besoin de X était moins... était problématique dans le cadre ou blablabla. » C'est ça. Puis là, tu mentionnes la CNV, puis la CNV, pour vrai, la communication non violente. Merci de le spécifier parce que les acronymes, c'est pas top. Communication consciente, là. Selon ce que tu cherches, c'est un super bon outil aussi. Pourquoi? Parce que tu viens parler en termes de besoins. Puis quand tu parles en termes de besoins, ben c'est un langage universel parce que tout le monde a des besoins dans la vie. Ce qui est différent, c'est comment on répond à ces besoins-là. Ouais. Puis quand je dis que le comportement XYZ que j'ai observé n'a pas répondu à mon besoin de
X, de sécurité, mettons, parce que tu m'as exposé devant la gestionnaire puis j'ai eu l'air d'un épais. Puis là, ça a fait en sorte que j'étais plus dans un fixed mindset. Déjà, la conversation part à un niveau pas pire. Tu sais. Ouais. Plus simple que la CNV, la DOD. Une DOD, c'est un bel outil aussi pour générer du feedback. Tu as les working agreements, mais au day-to-day, une DOD peut être une belle façon sécuritaire de dire écoute, Bob, on s'est entendu d'avoir mettre la doc à tel endroit sur je sais pas quoi. C'est pas là. Est-ce qu'on change la DOD ou on change la doc de place? Exact. OK. Fait que des cadres, ça aide. Nourrir le growth mindset via le feedback et un feedback fait de façon adéquate dans un contexte de sécuritaire d'échange d'informations. Puis le timing, tu as commencé vraiment avec ça. Ça se peut que ce soit pas le ça rentre dans la sécurité, je pense. Ouais, yes. Le timing est important. Yes. Ouais. Intéressant. On se demande qui va poser la question. On se regarde. Ça va être toi, Mathieu. Ça va être moi. J'ai même pas le goût de suivre trop le script, mais là, je suis méga biaisé. Allons-y. On a parlé beaucoup de zone de confort depuis le début. Comment je fais, moi, comme individu, pour réaliser que là, je suis dans mes pantoufles, je suis dans ma zone de confort? Comment je fais pour avoir des smells? Tu sais, qu'est-ce que je peux observer chez moi? Des smells. Comment ça smell? Des smells. L'odeur des pantoufles. Oui, Eric est allé enlever ses pantoufles 3 minutes, mais ça va pas rapport. Ouais. Je peux répondre à ça. C'est ça le feedback, ça? Pas du tout, c'est juste un fait. Les feedbacks, c'est basé sur les faits. Mais il n'y avait pas de besoin non rempli ou quoi que ce soit. Là. Excuse-moi, Liane. C'est correct. Je vais y aller d'une anecdote personnelle peut-être où je me suis rendu compte que j'étais dans ma zone de confort. Donc, un autre emploi, j'étais Scrum Master, fait que j'ai pas toujours été gestionnaire, donc c'est correct que je sois ici. OK, c'est correct. Est-ce que sur ton LinkedIn, à quelque part, il était... Non, c'est pas vrai. Elle a trouvé un loophole. Ouais, c'est ça, il fallait que je le plug. Le podcast se termine maintenant. Puis, dans le fond, j'accompagnais une équipe. Ça faisait un bout de temps que j'accompagnais cette équipe-là. Et je me suis mis à rentrer dans les patterns de l'équipe. OK. Donc, au lieu de challenger l'équipe, au lieu de faire comme « Hey, avez-vous remarqué telle affaire? » Puis de faire un peu l'effet miroir à l'équipe qu'on attend un peu du Scrum Master, j'étais rendue dans le même discours qu'eux. Tu étais le délégué syndical de l'équipe. Tu étais la saumure de l'équipe. Le pickle principle. Puis là, un moment donné, tu rentres là-dedans puis tu t'en rends pas compte du tout. Puis, il y a quelqu'un qui vient te voir, t'es comme « Mais est-ce que c'est ta place de faire ça? » Puis là, t'es comme « Fuck. OK. » Un petit commentaire qui vient complètement te sortir puis te remettre en question par rapport à ça, parce que je veux pas dire le danger de la zone de confort, parce que des fois, c'est correct d'être dedans, mais tu t'en rends pas compte. Ouais. Puis c'est ça. Puis des fois, t'as besoin d'un petit regard extérieur qui vient te donner ce petit insight-là de comme « je pense que t'es pas à bonne place, là. » Ouais. J'ai une question très difficile. Tu mets la barre haute. Là, ça va être tough. Là. Ouais. Comment repérer une culture d'organisation en fixed mindset versus growth mindset? Quand c'est jusqu'au niveau culturel. Quels sont les indices, encore une fois, tattletale, qui nous dit « OK, est un peu là. Je rentre dans cette institution financière, dans ce bidule truc-muche. » Et clairement, les indicateurs à gauche et à droite me disent « C'est du fixed mindset. Qui, on connaît dans le domaine du logiciel, peut être très limitatif. Je vais travailler ça. Mais quels sont les indices qu'on pourrait repérer, mis à part les affiches de succès, innovation sur les murs? La première chose qui m'est venue, là, c'est la liste de valeurs avec, ici, on se trompe jamais, on est... le papier est jaune un peu, là. Oui, mais il est affiché à la sortie de l'ascenseur, là, c'est comme les valeurs de la compagnie, là, puis... Mais... Oui, il y a pas longtemps, il y avait « Failure is not an option ». Voilà. Oh, j'allais challenger ça. Oui. C'est bon. C'est un ancien client, fait que je peux le dire. On sait pas lequel. Non. Correct. Non. Okay. T'allais dire quelque chose? Ouais, mais dans le fond, je pense qu'on en a parlé un peu plus tôt, là, mais tu sais, quand t'arrives dans une entreprise, puis c'est toujours comme ça que ça a fonctionné ici, c'est la première réponse que t'as, ça, c'est déjà un bon indicateur de fixed mindset. Un truc que j'aime beaucoup regarder aussi, c'est qu'est-ce qui se passe organiquement au niveau de l'entreprise. Est-ce que les employés
lancent des initiatives d'eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont encouragés à essayer des choses? Pas nécessairement dans le cadre du produit, ça peut être des initiatives, je sais pas, de 5 à 7, de faire des choses le fun. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'espace pour le faire, pour lancer des trucs, puis juste essayer des choses pour l'entreprise? Il y a combien de comités d'approbation aussi, des fois, pour arriver à une petite décision? Ouais. Des fois, ça peut être très, très difficile aussi, puis ça peut engendrer un fixed mindset si, justement, tu as un employé qui est super motivé, puis comme « Hey, let's go, on fait ça. » Puis là, finalement, ben, tu as beaucoup, beaucoup de niveaux d'approbation, puis ça finit là. Ouais. Ça peut être un autre signe aussi. Le système de récompense. Oh. Ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas, le système de récompense. Ah, vas-y. L'émulation, comme à l'école. Je veux 3 crochets, 2 crabes, puis 3 étoiles. Oui, mais le système de récompense au sens très large. Quels sont les comportements qui sont valorisés versus les comportements qui sont punis? C'est dans ce sens-là. Oui, mais déjà, le concept de punition, pour moi, en tout cas, ça fait pas de sens, là. Je veux dire, t'es comme, on est des adultes, fait que... En même temps, faut quand même reconnaître que c'est présent, même c'est prédominant au Québec, dans les grandes organisations, du moins. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas quelque chose, disons, que je suis très fan, ce système-là. Puis, les récompenses, en fait... Là, je vais reprendre un exemple de maman. Là. Mais dans le fond, c'est quand tu commences à donner des récompenses, quand tu commences à rentrer là-dedans, ta motivation devient complètement extrinsèque. Fait que, tu sais, moi, là, mon enfant fait quelque chose de... 3 Smarties quand il va faire pipi sur le petit pot. C'est ça. Tu mets des collants, let's go, c'est bon. Mais quand est-ce que ça finit, ça? Parce qu'un moment donné, tu veux que le comportement soit acquis. Fait que tu veux arrêter de donner tes Smarties puis tes collants. Je dis, je vais pas faire ça jusqu'à temps que mon enfant ait 12 ans, justement. S'il faut que ça l'arrête, je veux juste faire ça pour mettre en place un comportement. Mais à partir du moment que tu l'enlèves, ben là, les gens perdent quelque chose. Fait que là, ça peut venir régresser le comportement que tu pensais qui était acquis. Fait que dans le fond, de regarder, ben, ta motivation est où dans ton organisation? Est-ce qu'elle est extrinsèque? Est-ce qu'elle, dans le fond, est valorisée par des choses comme la carotte au bout du nez? Ou est-ce que ça vient vraiment de toi, de l'individu, une motivation qui est plus intrinsèque? Wow. Alors, comme... oui, parce que le système prédominant, c'est des objectifs annuels qui cadrent la patente. Les OKR et compagnie. Là. Exact. Et puis, je me dis, comment qu'on peut... Puis on connaît l'effet néfaste potentiel que ça peut provoquer, dont le fixed mindset. Le fixed mindset, c'est pas la même chose. Non, c'est autre chose. Comment créer un pivot par rapport à ça? Comment changer ça au niveau culturel dans l'organisation? Écoute, c'est une grande question, mais... C'est huge. Si on trouve la réponse ce soir, je vous annonce qu'on est millionnaire. Ben, c'est ça, c'est ça. On peut juste explorer le sujet ensemble. Là. C'est pas, je ne demande pas la réponse. On va écrire un livre si on trouve la réponse dans les 15 prochaines minutes. Mais écoute, j'ai pas la réponse de A à Z, mais par exemple... mais un truc que j'ai vu être mis en place, que j'aime beaucoup, au lieu d'avoir, admettons, des objectifs... tu sais, dans le fond, les cadres qui ont des bonus annuels, des choses comme ça, qu'on récompense beaucoup l'individu. Quand on vient parler de profit sharing, de partage, dans le fond, entre tous les employés. OK. Une coopérative travailleur actionnaire. Fait que, dans le fond, c'est tout le monde là son bonus ou personne là son bonus. Fait que ça vient vraiment mettre de l'avant ce côté plus... C'est ça, de collaboration. Puis on travaille ensemble. Puis, ben, si on échoue, c'est tout le monde qui échoue ensemble. C'est pas juste mis sur le dos d'une personne. OK. Ouais. Puis on dirait qu'au niveau micro, pour encourager les gens à sortir de leur zone de confort, à essayer des trucs, à accepter l'échec à gauche, à droite, puis remonter les apprentissages, j'aurais le goût d'y aller avec le et les gestionnaires eux-mêmes qui commencent à le vivre, là, puis qui le démontrent. Là. Je me suis planté dans le dernier quart en faisant telle patente, puis on a appris ça, regardez, le lead by example fonctionne aussi. Ouais. Maintenant, si ta question, c'est en tant que personne qui vient agir sur ou en tout cas tenter d'influencer le système pour le faire bouger, tu t'attaques à quelque chose d'énorme et de colossal. Là. Oui, c'est une entreprise de 300 personnes. Je pense que c'est tout à fait
possible d'injecter des nouveaux réflexes, des nouveaux artefacts puis de challenger ses croyances fondamentales qui définissent la culture de l'organisation. Dans une entreprise de 50 000, Ouais. Puis, surtout où la sécurité est number one. Ouais. Parce que fondamentalement, tout ça, c'est de la peur. Là. Ouais, mais bonne question. Challengeons-le, c'est ça. En quoi la peur peut amener une personne à rester à être dans un fixed mindset? Mm-hmm. Bonne question. On pourrait inclure la peur, on pourrait inclure la culpabilité, shame. On pourrait inclure... Ils sont des petits frères, là. Ils sont souvent pas très loin. Là. On pourrait inclure toute l'échelle de Christopher Avery, là, l'obligation. On pourrait inclure le quit aussi. Le quit, c'est là-dedans aussi. Mais alors aussi, avec la peur. Mm-hmm. Quel est l'effet de la peur sur le mindset de l'individu? Mm-hmm. Mais dans le fond, la peur peut jouer un très, très gros rôle dessus parce que, dans le fond, sortir de sa zone de confort, justement, pour se développer, pour se pousser plus loin, c'est d'une façon se mettre en danger parce qu'on est à l'extérieur de quelque chose qu'on connaît. Puis, quand on sort de cette zone-là, c'est bien beau me mettre en danger, mais moi, il faut que je sache que les gens autour de moi, ils vont être là derrière moi pour me supporter aussi et j'ai le droit à l'erreur, j'ai le droit à cet échec-là. Un peu, je dirais, le concept de safe space. Ouais, c'est ça, de dire que c'est correct si j'échoue, c'est correct si je sors de ma zone de confort et peut-être que ça ne fonctionne pas, au moins j'aurais essayé. Fait que d'avoir vraiment cette sécurité-là en place pour le faire. Donc c'est une peur intérieure, c'est une peur qui peut être ou ne pas être fondée. Hein? Ça, des fois, on n'a pas d'avoir peur. Parfois, par contre, en entreprise, c'est la peur de la réaction de son gestionnaire, justement. Donc, par exemple, il n'y a pas si longtemps, une analyste d'affaires m'a dit comment que je peux mieux m'intégrer dans l'équipe. C'est nouveau, là, une équipe pluridisciplinaire. Et j'ai dit, mais regarde, à ta prochaine analyse d'affaires, invite le développeur à travailler avec toi. Peut-être que tu vas découvrir quelque chose. Ah, mais là, le gestionnaire va dire quoi? Oui. Non, toi, tu es payé pour coder. Exact. Ouais, fait que donc, parfois, c'est une peur qui est tout à fait fondée, parce que culturellement, si ta définition de poste, c'est de faire du code, va pas faire de l'analyse d'affaires, ou de l'analyse fonctionnelle, ou de faire du QA, même du QA, imagine. Ou du testing, j'avais dit plutôt. Mais donc, il y a des... Je pense qu'il y a plein d'indices qui nous disent ça sent le fixed mindset. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle question que je peux poser? Ou quelle expérimentation que je peux proposer à la gestion, aux participants et les gens autour? Mais tu vois, genre, c'est super intéressant l'exemple que tu donnes. J'avais peur de la réaction de mon gestionnaire. Moi, un truc que j'ai... T'es gestionnaire, toi, hein? Ouais. OK. Ouais, c'est ça. Attention à ce que tu vas dire. Tu pourrais... rien. Mais, dans le fond, de voir ton gestionnaire comme un collaborateur aussi. Parce que souvent, on voit son gestionnaire comme étant dans un niveau hiérarchique. Tu sais, on s'entend, c'est lui qui fait les révisions salariales, c'est lui qui a le pouvoir peut-être de mettre dehors. Et voilà. C'est ça. Ou de donner une promotion. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de pouvoir qu'on voit entre les mains de cette personne-là. Puis, quand on essaye de voir cette personne-là, c'est ça, plus dans un mindset de collaboration, moi, je trouve que ça change beaucoup la relation que tu vas avoir avec ton gestionnaire. Donc, si je pense, par exemple, OK, je suis développeur, je veux faire QA testing, c'est pas dans ma description de tâche, mais tu sais, j'aimerais essayer faire quoi? Puis, j'ai peur de la réaction de mon gestionnaire. Peut-être on pourrait comprendre aussi pourquoi le gestionnaire a cette réaction-là. Parce que peut-être que lui, il a une crainte aussi. Peut-être que la crainte du gestionnaire, c'était simplement de se faire taper dessus par son boss en haut aussi. Peut-être que c'est pas sa crainte à lui qui est en train de donner, c'est ça, de miroiter autre chose. Peut-être qu'il comprend pas non plus l'avantage à faire ça. Peut-être qu'on peut lui démontrer, faire comme, ben regarde, moi, en m'impliquant dans cette partie-là de processus qui est pas dans ma description de tâche, mais... il y a un bénéfice, fait qu'il y a eu moins de bugs en production, on est allé plus rapidement, n'importe quoi que c'est, de montrer, dans le fond, c'est quoi le gain à sortir de sa description de tâche de tous les jours.
dans le fond, ce qui me vient, depuis qu'on a commencé sur la peur, j'avais l'image mentale du Bernard l'ermite là, qui sort de sa coquille puis que ce serait le fun qu'il se fasse pas bouffer par un goéland pendant qu'il est en train de changer de coquille. Non? OK. Je connais pas. C'est une petite bidule qui vit dans un coquillage. Puis là, il change de coquillage quand le coquillage est trop petit. Fait que pendant qu'il change, s'il arrive de quoi de mauvais, il est à risque. Mais en fait, quand on fait des changements, je vais sortir pour commencer à faire de l'analyse d'affaires parce que je suis développeur ou whatever, le changement qu'on induit, personnellement, est-ce qu'on est en train de mettre à risque d'autres choses alentour de nous? Est-ce qu'on vient induire de la peur chez les autres parce qu'on peut avoir un impact plus grand que nous? Si ce que tu disais, le gestionnaire lui-même projette la peur, ses peurs sur toi-même. Des conséquences non anticipées. Des conséquences non anticipées. Est-ce qu'on est capable de lire la situation plus large que nous? Parce qu'il y a peut-être des vraies bonnes raisons, là, genre les budgets vont défoncer, ça va être plus long, puis là, le projet va être canné, si, mettons. La convention collective, un grief. Oui, oui, exact. Non, pour vrai, il peut vraiment y avoir des conséquences, puis des fois, on lit la situation plus ou moins bien, puis c'est là que quand tu es dans une collaboration avec le gestionnaire ou les autres personnes qui sont impactées là-dessus, ça se jase, là. Ça se rend visible, c'est correct. Mais oui, ne pas avoir peur de parler à son gestionnaire aussi, parce que je sais aussi, selon les contextes, il y a des gestionnaires qui peuvent être proches des équipes, il y en a qui ont aucune idée de ce que tu fais au quotidien, que tu vas les voir justement une fois par année dans ta revue annuelle, puis ça va être tout. Ça va être tout. Fait que de pas hésiter à aller vers l'autre, puis de tirer profit de cette relation-là, je pense, qui peut être souvent oubliée. Des conseils pour Scrum Master? Pour la zone de confort? Zone de confort, le Growth Mindset. Demain matin, un ou une Scrum Master, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'outiller? Pour s'outiller elle-même, dans sa construction par soi. Et ensuite, s'outiller pour mieux reconnaître certains comportements. Le livre Mindset. Oui, le livre Mindset. Super bon. Mais un truc que j'aime beaucoup, peu importe Scrum Master ou pas, souvent, c'est retourner aux bases. Fait que des fois, ça fait longtemps qu'on fait la même job, ça fait longtemps qu'on fait les... Fait qu'on tombe dans nos pratiques, dans nos patterns. Relire. C'est quoi la base? Pourquoi je fais ça? C'est quoi le bénéfice attendu de tel rituel Scrum? Est-ce que je me suis éloignée de l'essence de ça? Pour vrai, ça peut donner des super bons insights de juste retourner à tes bases, de faire comme, voici c'est quoi l'objectif? Est-ce qu'on est là ou pas? Et vraiment, souvent, juste en faisant cet exercice-là, on va trouver des choses à travailler qui peut-être n'étaient pas visibles, mais juste parce que tu as oublié c'était quoi. Voilà. Ouais. Fait que, Back to basics. Ouais. Back to basics. C'est pas un disque de quelqu'un, c'est un podcast. Un disque de quelqu'un. Non, je sais pas. OK, c'est un podcast. Vas-y, continue. J'avais l'impression... J'allais juste dire que c'était un podcast tout à fait bilingue. Aïe. On a tourné un petit peu. Les sujets qu'on avait jasés et sur la liste on the side, tu parlais aussi de sortir de sa zone de confort, mais à l'extérieur du travail, essayer de chercher les autres aspects de notre personnalité. Comment je start ça? Parce qu'il y a une grosse portion là, de mon temps qui est sur le travail puis de toute mon énergie qui est mise là-dessus. Encore, je vais parler d'une expérience personnelle. Dans le fond, il y a quelques années, j'ai commencé à faire du réseautage. Pour moi, le réseautage est un outil super puissant. Je sais que c'est pas tout le monde qui triple là-dessus. Il y a des gens qui sont un peu plus bien dans leur côté plus solitude. C'est plus tough depuis 3-4 ans aussi. C'est plus tough depuis 3-4 ans, mais tu trouves, dans le fond, les bons channels, les bonnes opportunités pour connecter avec des gens, dans le fond, de ton domaine, de ton expertise. Puis, moi, je cherchais vraiment à avoir... outre ça, parce que, admettons, c'est mon premier poste de Scrum Master, je ne connais que cette réalité-là. Fait que pour moi, ceci est la vérité. C'est peut-être pas le cas. Il peut y avoir tellement de contextes différents. Donc, aller chercher un moyen d'apprendre des autres, de comment ils font ça. Puis, finalement, en faisant du réseautage, j'ai parlé à des gens, j'ai découvert plein de monde vraiment super cool. Beaucoup de Scrum Master ou de coach qui avaient des années d'expérience derrière la cravate. Puis, je me suis intéressée aussi à ce qu'ils faisaient, pas juste dans leur travail, mais tu sais, des fois, il y en a qui sont impliqués dans de la gestion d'événements, qui mettent des conférences sur pied, des choses comme ça. Puis moi, j'étais comme, you know what? Moi, j'ai envie d'apprendre de ces personnes-là. J'ai envie de pousser
ma connaissance de Scrum, dans le fond, ma posture en tant que Scrum Master. Fait que j'ai peut-être pas la figure d'un mentor à l'interne que j'aurais besoin, mais je vais aller la chercher à l'externe, puis je vais apprendre dans un contexte qui est différent. Okay. Fait que de fil en aiguille, je me suis ramassée à travailler avec des gens plus expérimentés que moi, dans un contexte d'événementiel, à organiser des conférences, qui n'est pas nécessairement ce que tu fais en tant que Scrum Master, mais juste de côtoyer ces personnes-là. Ouais. Ça fait que t'apprends plein de choses, puis c'était vraiment super bénéfique, en tout cas pour moi, comme expérience. Tu parles d'événements, j'ai le goût de dire. Cet épisode est commandité par Agile Open, qui aura lieu le 8 juin au centre, je sais pas, je ne me souviens pas du nom. Proche du métro à Trois-Terres de mémoire. Dans ce bout-là. Lucien Lallier. Veuillez acheter vos billets dès aujourd'hui sur Eventbrite. Et le Early Bird Access, c'est jusqu'au 8 mai, quelque chose de même. C'est ça. Donc, c'est fin de pub. Voilà. C'est notre première pub officielle de ce moment-là. Et on est zéro commandité par Agile Open. Fait, bon. Ça va être cool s'il y a du monde qui vienne au Agile Open. Peux-tu être là? J'ai pas mon billet, mais j'ai assisté aux éditions passées, puis c'est un excellent moyen justement de faire du réseautage, by the way. C'est comme si on l'avait impliqué dans ton cash. C'est ça. Même si les sujets, c'est peut-être pas les sujets qui t'intéressent, le monde qui va parler, tu veux leur parler. Ouais. Si les sujets ne t'intéressent pas, propose un sujet. Aussi. C'est un open space. Oui. Puis déjà, ça demande une certaine dose de courage puis de sortir de ta zone de confort pour aller proposer un sujet. Oui, bien justement, oui. Si vous voulez, si vous écoutez le podcast, vous avez un doute que vous êtes peut-être un petit peu trop souvent dans un fixed mindset, oui, venez au Agile Open pour venir vous challenger puis cultiver le growth mindset. Cultiver le growth mindset. C'est fou, hein? Ça m'a cerclé ton jardin, enlever les mauvaises herbes, mettre... Aïe. Je suis fatigué. On a fait le tour? Je pense que oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas parlé jusqu'à date dans le growth mindset? Qu'est-ce qui manque? Hein? C'est facile, celle-là, Pierrick? De casser. Qu'est-ce qui manque? Si t'étais un arbre, là, comment tu vivrais le growth mindset? À la verticale. Excuse. Un truc qu'on a mis sur l'ordre du jour qu'on n'a pas parlé encore, c'était le syndrome de l'imposteur. Oui. Ça, je suis bon là-dedans. Ça, je trouve que c'est fascinant comme Tu es un comme imposteur avec... Fait que c'est pas un syndrome. OK, cool. Tu fais bien de l'avoir. Hey, c'est chiant, ça. C'est du feedback. C'est un feedback, ça? Là, je t'offre du feedback, tu m'arraches la face. Tu m'as pas donné le... Je te donnais plus de feedback. Tu m'as pas demandé si c'était un bon timing. Ah, qu'excuse. C'est un bon timing? Je suis plus sûr, là. Vas-y, sauve-nous, s'il te plaît, Okay. sauve-nous. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur. Fait que... un truc que je me suis rendu compte, là, c'est que tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Comme tout le monde. Puis, un moment donné, il faut passer par-dessus. Ça veut dire quoi, le syndrome de l'imposteur, en passant? Le syndrome de l'imposteur dit... On prend pour acquis que tout le monde connaît ça, mais... Non, tu connais pas? Non, moi, je suis un imposteur. Moi, je suis un vrai imposteur, fait que j'ai aucune idée c'est quoi. Le syndrome de l'imposteur, ce serait moi, en ce moment, qui dit « Je suis qui, moi, aujourd'hui, pour être au Sprinkler, en train d'enregistrer un podcast? Quelle est ma légitimité d'être ici? » C'est vraiment bien formulé, ça, je trouve. Quelle est ma légitimité, pardon, là? C'est ça. Who the fuck I am, pour parler de ça. C'est ça. Puis j'aurais pu m'arrêter là, moi, personnellement, mettons, et ne pas être ici aujourd'hui, en me disant, je n'ai pas la légitimité de venir ici, je suis qui? Ouais. That's it. Puis j'aurais passé à côté de l'opportunité. C'est valide, ça, dans la vie de tous les jours, là. Quelle légitimité ai-je pour demander à faire cette tâche-là, pour demander à faire tel changement, ou etc., ou demander ce rôle X, ou... As-tu déjà participé à un podcast dans le passé? Non. Ah, encore plus cool. Non, jamais. Ah, super. J'étais comme, why not? Essayons. Let's go. Ça va très, très bien. C'est un environnement très sécuritaire, je pense, ici. Oui. C'est juste nos 500 000 auditeurs, mais fais-toi-en pas. Ça dépend si tu donnes du feedback ou pas, là. Pour les invités, c'est toujours sécuritaire. Pour moi, un peu moins, mais ça, c'est correct. Ça fait partie de notre entente tacite. Tu pourrais l'écouter et t'as fait toi-même du feedback. Oui. Mais qu'est-ce que ça a comme impact, le syndrome de l'imposteur? Fait que souvent, ça va venir nous stopper puis nous freiner dans des opportunités, dans le fond, qu'on pourrait totalement saisir et explorer. Fait que c'est juste. C'est tout ça, puis c'est juste ça. C'est tout ça, c'est ça. Mais de passer puis faire comme, j'essaye. Let's go. Puis c'est quoi le pire qui va arriver? Le pire qui va arriver, là, c'est pas très gros, là.
Non, c'est pas gros. C'est pas très gros. Non, parce qu'on n'a pas 500 000 auditeurs. Quoi? Tu m'as menti? C'est ça. Puis, On a un. puis, un moment donné, quand tu te rends compte que tout le monde aussi a le syndrome de l'imposteur, c'est comme, je suis pas toute seule à vivre ça. C'est peut-être de le normaliser un peu, ce sentiment que t'as, faire comme, OK, même si je me sens de même, je pense que je peux l'essayer, au moins. Puis, de le prendre, puis de canaliser peut-être cette énergie-là pour devenir encore meilleur. Fait que, tu sais, on parlait tantôt des experts, puis du fixed mindset. Je reviens à ça. C'est possible que ton expert ait un syndrome d'imposteur, parce que plus qu'il se spécialise, plus qu'il devient big, plus qu'il est comme, moi, je suis la référence sur le marché, mais je me rends compte que je connais rien. Tu sais, je suis qui? C'est ça, parce que souvent, plus que t'en connais, plus tu te rends compte que t'en connais pas ou qu'il faut que tu pousses plus loin. Puis là, même ton expert peut se retrouver dans un espèce de feeling de comme, OK, j'ai mes certifications, j'ai ci, j'ai ça, mais comme... Colin. C'est ça. Je suis vraiment cette personne-là? Mais dans le fond, c'est de prendre ce feeling-là, puis admettons, l'effet que ça a eu pour revenir à moi ce soir, avant de venir, je me suis dit, oui, je vais parler du growth mindset. Moi, je suis retournée faire mes recherches, là. Je suis retournée lire des affaires, je suis retournée... Là, c'est notes ici. Ah oui, j'ai sorti des notes, je me suis préparée, j'ai retourné lire des trucs pour me préparer. Qu'elle n'a pas regardé une fois, d'ailleurs. Non, exact. On aurait pu faire ça comme ça, puis ça aurait été pareil. C'est plus un security blanket que d'autres choses. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup être préparée dans la vie. Mais ça, c'est parce que tu avais une petite crainte, puis tu t'es dit, j'ai besoin de... J'ai besoin de faire ça. Fait que... Elle voulait pas vivre l'échec? Est-ce que je voulais pas vivre l'échec? Oui. Donc, un fixe mindset. Bonne question, je sais pas. Une psychanalyse live. T'as peur, on va la laisser répondre. Je suis en train de me questionner, là, à savoir si je voulais vivre l'échec ou pas. Mais on s'entend dans un monde idéal. Non, je ne voulais pas vivre un échec ce soir. Mais comme j'ai dit, ça serait quoi de vivre un échec en ce moment? Pour moi, ça serait une super belle opportunité d'apprentissage. C'est quoi un échec sur le sprinkler? Je pense qu'un échec sur le sprinkler rend l'épisode plus intéressant. Peut-être. Disons que je parle pas. Vous faites un podcast juste vous deux, puis je suis là, puis je vous regarde. Parce que je fige. C'est drôle. Impossible, mais drôle. C'est drôle, mais si ça arrivait, je prendrais l'échec sur nous. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi à t'amener dans notre monde, puis etc. Ce serait pas un échec sur toi. Là, ça, c'est moi qui le vois comme ça. Mais ça pourrait arriver. On sait pas. Ça pourrait. Puis, on ferait, pause, regarde, on va aller jaser dans la cuisine, puis on revient dans 5 minutes. Oui, il y a ça aussi. On peut arrêter, puis prendre une petite shot de scotch, puis... Ah ouais? C'est une autre technique. Un truc pour vaincre ton syndrome de l'imposteur. Mais ce que tu disais, là, avant qu'on dérape un petit peu, c'est que le syndrome de l'imposteur peut être vu comme un frein, mais ça peut être vu aussi comme une source d'énergie pour canaliser puis te pousser plus loin encore quand t'en prends conscience puis que tu mobilises cette énergie-là. C'est ça, exactement. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est intéressant. Je me demande si le syndrome de l'imposteur va s'atténuer avec l'âge. Parce que j'ai longtemps eu le syndrome de l'imposteur, surtout quand j'ai commencé comme coach agile. Il y en avait peur, mais je sais pas, il y en avait pas tant que ça, puis je me demande si c'est un avantage ou un inconvénient par rapport au syndrome de l'imposteur, mais bon, un autre sujet. Mais aujourd'hui, je suis dans un mode, excusez mon langage, fuck it, je me lance. J'ai lancé une compagnie avec ma fille en création de pub. Aucune idée de ce que je fais. Mais j'avais littéralement aucune idée, mais go. Oui, c'est même pas un syndrome. Mais j'ai appuyé sur le top, on a fait des gaps, on s'est ajusté en conséquence. Mais je me souviens pas d'avoir eu un sentiment de syndrome d'imposteur. Pas du tout comme dans le temps. Ça pose la question, OK, c'est quand la dernière fois que vous avez eu un syndrome de l'imposteur? Bonne question. Moi, je pense que j'ai pas de syndrome de l'imposteur parce que je sais tellement ce que je sais pas que je suis un imposteur. Puis je vais même le dire, ce bout-là, je connais fuck all, on essaye dessus. Tu sais, je veux dire, Deming s'est trompé continuellement. Fait que qui suis-je, moi, pour ne pas me tromper? Deming était un imposteur en quelque sorte. Fait que je suis beau aussi, là. C'est peut-être ça. Avec le temps, parce que tu sais ce que tu sais pas. Oui.
Et là, tu réutilises l'énergie Tu fuck it. Mais- Fuck it. Tu sais, pour vrai, honnêtement, mon dernier syndrome de l'imposteur, c'est probablement quand j'ai dit comme let's go, je vais faire un premier podcast. Ouais. C'est, comme sans joke, c'est probablement ça. Mais en même temps, ce que tu disais, le fuck it, je pense que je l'ai beaucoup, beaucoup intégré dans Ouais. ma vie et Ouais. dans ma carrière aussi. Puis c'est comme let's just do it. Yeah. Puis that's it. Ouais, ouais. Fait que après ça, t'es comme. Je sais pas, on dirait que c'est tellement libérateur aussi. Puis t'es comme whatever happens, happens. Ouais. Exact. Ouais. Puis dans tout ce qu'on vit, on a la chance d'avoir un certain niveau de sécurité, une liberté financière. Tu sais, t'attends pas à réussir ce podcast-là pour avoir un job demain matin qui va te permettre de manger, puis etc. Fait que tu sais, t'as certains conforts. Le pire... Elle a déjà une bonne job. exact. Non, mais- tant mieux, je suis super content Mais, pour toi. Mais ça fait en sorte que tu peux sortir de ta zone de confort sans Mais, grand risque. admettons, personnellement, moi, je suis quelqu'un... j'ai fait beaucoup de transitions de postes dans ma vie. J'ai exploré beaucoup de postes différents. Puis souvent, c'est le fuck it qui est arrivé, puis j'étais comme, je vais l'essayer. Oui. Je vais l'essayer parce qu'aujourd'hui, tu sais, je suis là, je suis gestionnaire en développement logiciel. À la base, moi, mes études, c'est en traduction. Oh, nice. Ah, Ouais. C'est ça. Tout le temps cool. Les gros gaps là, qui arrivent comme ça, je trouve ça Je toujours pensais intéressant. d'aller dire bûcheron à Ville-David, là, mais non, j'étais pas loin. non, Ouais, mais traduction, c'était Non, tu sais, mais naturellement, c'est c'est farfetch, là. pas le parcours classique. Quand tu recroises tes amis du secondaire là, qui t'ont vu aller en traduction puis que tu dis ce que tu fais aujourd'hui, il y en a probablement ça, aucune personne qui comprend. fait, ouais. Personne comprend pourquoi t'es rendu là. Puis honnêtement, c'est une suite d'événements qui est comme, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Ouais. Rien. Puis après ça, t'es comme, OK, je me lance, j'essaie. Le pire des cas, ça marche pas, j'aime pas ça. Too bad. Genre, je retournerai à ma job d'avant, j'essaierai quelque chose d'autre, je vais bouger de place. Puis c'est vraiment de comme pas se laisser dans ce cadre-là. Parce que moi, je sais pas après combien de temps sur le marché du travail, genre à peine 2 ans que je suis sortie de l'école, puis j'ai fait comme, non, moi je veux pas être dans la traduction, je veux pas être dans la rédaction technique. J'ai étudié 5 ans là-dedans, puis après 2 ans, je me dis, Il y a plus de temps d'études que de temps d'utilisation de ces études. Ouais. Puis tu sais, j'aurais pu voir ça, moi, comme un échec. Aussi, justement, faire comme, hey, regarde, 5 ans d'investissement pour 2 ans de marché de travail, c'est pas rentable, mon affaire, hein? Ouais. Finalement, j'ai fait, you know what? Voyons ce que la vie a à offrir, ce que la prochaine opportunité qu'il y a devant moi peut m'offrir, puis let's do it. Nice. D'avoir confiance que tu vas t'en sortir, peu importe ce qui va arriver. Ouais. Là. Je vais trouver le moyen. Ouais. Cool. Fait que ce qui manquait, c'était le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce qui manque d'autre? Je vais les voler, là, c'est la suite de questions. Non, je vais rien voler. Je te le donne. Et voilà. C'est un partage. La réponse rien est une excellente réponse ou pas. Mais merci beaucoup. Merci, De madame. rien. Les gens qui voudraient te rejoindre. Oui. Signaux de fumée. Non. Pas encore. Sur LinkedIn, Eliane LinkedIn. Gilbert, on va me trouver. Puis t'es ouvert s'il y a quelqu'un qui a le goût d'échanger là-dessus. 100%. Génial. 100%. Tu es aussi sur le Slack de Agile Montréal. Oui. Fait que nous, Oui. on s'est contacté via le Slack. Fait que si vous êtes sur le Slack d'Agile Montréal, allez-y. Pignez Eliane. Venez au Agile Open, allez sur le Slack de Montréal, puis jaser avec Eliane. C'est ça la séquence. Billet disponible sur l'Eventbrite. C'est un peu, je vais faire mon petit signe. Oh non, c'est vrai, on l'a pas fait Tu l'avais pas eu encore. On l'a hein? pas fait aujourd'hui. Voilà, ça me fait plaisir de te le faire. Écoute, merci beaucoup. Un énorme merci. Tu as Merci sauvé à vous. l'épisode d'avril avec succès en plus. Il n'y a même pas eu d'échec. Je suis quasiment déçu. Comment qu'on peut mal finir ça? Là? Je pense que je vais l'éditer pour que ça sorte comme en mode échec violent. Violent, tout le en monde plus. va en parler. Méga stunt, let's go. Pas game. Pas game. Je vais t'utiliser dire AI pour changer tes propos. OK. OK. N'importe quoi. Clairement, on étire présentement, c'est un signe de Bonne merci. soirée tout le monde. Bonne soirée. Salut. Bye.